L'attente du public pour une vie de bonne santé vigoureuse ne cesse de croître. En réponse, l'industrie pharmaceutique produit de plus en plus de nouveaux médicaments pour faciliter cette bonne santé et cette haute qualité de vie. Par exemple, le sida n'a été reconnu pour la première fois qu'en décembre 1981. Et pendant les années 80, il est probablement juste de dire qu'un diagnostic de sida était une véritable condamnation à mort. L'industrie pharmaceutique a réagi dès le moment où l'agent causal a été déterminé comme étant un rétrovirus, le virus de l'immunodéficience humaine, abrégé en VIH. Depuis 1996, grâce au progrès de la thérapie antirétrovirale, l'incidence des cas et des décès a diminué dans les pays développés. Bien sûr, le développement de nouveaux médicaments par l'industrie pharmaceutique ne se limite pas à des problèmes de vie ou de mort tels que le sida. Il se préoccupe tout autant de la qualité de vie. De nouveaux médicaments contrarient les nausées et les vomissements sévères et désagréables que les patients éprouvaient auparavant lorsqu'ils prenaient de la chimiothérapie et après une chirurgie. Chaque mois environ, il semble que les médias, les journaux et la télévision nous parlent du développement d'un nouveau médicament miracle. Mais cela prend de nombreuses années depuis la première découverte d'une nouvelle entité chimique aux propriétés thérapeutiques jusqu'à sa disponibilité pour la profession médicale, apportant des soins médicaux de première ligne. En partie, mais pas totalement, la raison de ces retards dans l'introduction de nouveaux médicaments est due aux autorités réglementaires qui ont la responsabilité de s'assurer que tous les médicaments sont efficaces avant leur mise sur le marché et qu'ils fonctionnent réellement comme prévu. Les organismes de régulation ont pour mission de s'assurer que tous les médicaments sont sûrs, en ce sens qu'ils ne sont pas toxiques en eux-mêmes et qu'ils n'induisent pas d'effets secondaires indésirables. Bien que les effets secondaires soient presque inévitablement un sous-produit de tout médicament destiné à produire un effet pharmacologique. C'est une question de degré. Par exemple, l'effet secondaire de la perte de cheveux d'un analgésique doux utilisé pour contrôler les maux de tête et les douleurs légères serait totalement inacceptable, bien sûr. Alors que le même effet secondaire est perçu très différemment dans un médicament qui traite le cancer. Par-dessus tout, les agences doivent s'assurer que les médicaments peuvent être fabriqués de manière constante selon des normes de qualité acceptables. Donc d'un côté, nous avons le public et l'industrie pharmaceutique impatients que de nouveaux médicaments soient approuvés, alors que de l'autre, les autorités réglementaires, en raison de leur mission et à juste titre, sont perçues comme un frein à ce processus. Pour le mettre en perspective, regardons l'histoire. C'est un fait triste et regrettable, mais l'histoire des développements majeurs dans la réglementation pharmaceutique a été une litanie d'actions qui sont arrivées trop tard. Aux États-Unis, en réponse aux preuves d'une large falsification et d'un mauvais étiquetage des médicaments, le Pure Food and Drug Act a été adopté par le Congrès en 1906. Mais en 1910, quand les États-Unis le gouvernement a été défié en justice par le fabricant d'un produit sans valeur avec de fausses allégations thérapeutiques, le traitement combiné doux de Johnson pour le cancer, qui avait été saisi et retiré du marché, le juge a statué que les allégations d'efficacité n'étaient pas réellement dans le cadre de la loi sur les aliments et drogues pures. Cela a été rectifié en 1912 par l'amendement Shirley, qui a placé l'efficacité des médicaments sous la juridiction de la loi sur les aliments et drogues pures. Mais la loi était toujours défectueuse, en particulier en ce qu'elle n'avait pas d'autorité pour imposer la sécurité, ce qui était particulièrement préoccupant en ce qui concerne les préparations prétendant réduire le poids contenant du dinitrophénol. Cet ingrédient augmente le taux métabolique à des niveaux dangereux et a été responsable de nombreuses morts. Finalement, en 1937, il y a eu un scandale avec l'élixir de sulfanilamide, un produit qui a été distribué sans aucun test de sécurité, ce qui n'était pas obligatoire. En raison de son contenu en éthylène glycol, il y a eu plus de 100 décès, dont beaucoup d'enfants. Cela a amené le président, Franklin D. Roosevelt, à approuver la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques en 1938, exigeant que les nouveaux médicaments soient testés pour leur sécurité avant leur commercialisation, et que les données de sécurité soient soumises à la FDA sous la forme d'une nouvelle demande de médicaments connue sous le nom de NDA.
De 1938 à 1960, diverses modifications mineures ont été apportées à la loi FTC de 1938, mais les progrès ont été lents jusqu'en 1962 avec l'introduction de l'amendement Kefauver-Harris. Et avec cela sont venues les réglementations pour les bonnes pratiques de fabrication. Cet amendement a été accéléré à travers le Congrès à la suite d'une catastrophe en Grande-Bretagne, où des centaines d'enfants nés de femmes prenant l'analgésique thalidomide sont nés avec une déformation grave de leurs membres. Le médicament n'avait pas été approuvé aux États-Unis, et la catastrophe a renforcé la position des autorités réglementaires et a entraîné un resserrement significatif de la législation. En Grande-Bretagne, le scandale de la thalidomide a conduit à l'introduction en 1968 de la loi sur les médicaments, qui, tout comme la loi américaine, se concentre à travers la fabrication, la vente et la fourniture sur l'efficacité des médicaments, la sécurité des médicaments et la qualité des médicaments. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, la réglementation pharmaceutique et biotechnologique est à un carrefour. Alors, jetons un coup d'œil à l'US Food and Drug Administration, la FDA, et admettons qu'elle est l'une, sinon la plus, des autorités réglementaires les plus influentes du monde. Bien que son rôle dans la protection du public contre les médicaments inefficaces, dangereux et de mauvaise qualité soit clair, surtout après des incidents et des désastres, elle doit également, en ces jours de budget serré, être perçue comme exerçant ses fonctions de manière efficace et rentable. Son utilisation de l'argent public doit être dans l'intérêt du public et dépensée prudemment. Pour atteindre ces objectifs, la FDA a publié un document important, les BPF pharmaceutiques pour le XXIe siècle. L'objectif est à la fois d'améliorer et de moderniser la réglementation de la fabrication pharmaceutique et donc la qualité des produits en apportant une attention du XXIe siècle aux responsabilités critiques de la FDA. Parmi ces objectifs, il y en a un qui encourage la mise en œuvre d'approches basées sur le risque, à la fois par l'industrie et par la FDA. C'est une démarche radicale car pour beaucoup des personnes qui ont été impliquées dans la régulation des produits pharmaceutiques tout au long du XXe siècle, l'idée du risque reste une anathème. Bien sûr, en pratique, il y a toujours eu des risques. Comment pourrait-il ne pas y en avoir ? Nous devrions ajouter que la FDA n'est en aucun cas la seule autorité régulatrice à emprunter cette voie. Deux autres étant l'EMEA, l'Agence de régulation européenne, et leur homologue au Japon. Ces trois groupes de régulation sont tous participants à la Conférence internationale sur l'harmonisation, le ICH, qui a publié un document simplement appelé ICH-Q9. Q9 a prédit l'implémentation d'une méthodologie de gestion des risques dans la fabrication pharmaceutique. En fait, à partir de 2008, les principes de gestion des risques ont été inclus comme une exigence formelle dans la mise à jour de l'UE, la GMP européenne. Certaines autorités réglementaires, dont la MHRA au Royaume-Uni, vont un peu plus loin en mettant en œuvre le concept d'inspection basée sur le risque. Passons maintenant à examiner le risque en détail. D'abord en général, puis spécifiquement à l'industrie pharmaceutique. Nous rencontrons le mot risque tous les jours dans les conversations, à la télévision et dans les journaux. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Le dictionnaire définit le risque comme la possibilité de perte, de dommages ou de blessures. Donc, le risque est une mauvaise chose. C'est parfois équilibré par rapport aux bénéfices. Mais strictement parlant, le risque n'est pas le contraire du risque. L'opposé de bénéfice est le préjudice, un terme qui, lorsqu'il est lié au sujet en discussion, pourrait être soit une perte, une blessure, ou un dommage, ou peut-être une autre conséquence indésirable. Le risque n'est pas la conséquence indésirable elle-même. C'est la chance ou la probabilité de la conséquence indésirable. Il y a du risque dans tout ce que nous faisons. Risque en traversant la route, que nous trébuchions sur un nid de poule, que nous nous cassions un bras ou une jambe, ou même que nous nous fracturions le crâne entraînant des dommages cérébraux, une paralysie et la mort, il y a un risque que nous soyons heurtés par un vélo, terriblement terrible. Et, bien sûr,
dans littéralement des centaines d'activités quotidiennes et pas si quotidiennes. Au Royaume-Uni, les statistiques officielles enregistrent environ 300 000 accidents de la route impliquant des victimes chaque année, dont environ 1 sur 8 affectent les piétons. Notre réponse est là où le risque d'être percuté par un véhicule en mouvement est inacceptablement élevé. Nous construisons des passages pour piétons, des passerelles ou des souterrains, tout ceci afin de réduire ou d'atténuer le risque. Alors, rassemblons ce que nous savons maintenant sur le risque, en commençant par le fait que le risque concerne les conséquences indésirables. Il s'agit de la chance ou de la probabilité que des conséquences indésirables découlent d'une certaine activité. Il y a du risque dans tout ce que nous faisons, mais nous pouvons prendre des mesures pour réduire la probabilité que les conséquences indésirables se produisent. En d'autres termes, nous pouvons atténuer le risque. Il y a plus à risquer que simplement la probabilité d'une conséquence indésirable à nos actions. Regardons un autre exemple pour illustrer cette autre dimension, comme le voyage aérien commercial. Risqué ? Bien sûr. Mais il existe de nombreux niveaux de risques différents dans le transport aérien commercial. Nous avons tendance à penser immédiatement aux catastrophes aériennes et à leurs terribles conséquences. En septembre 2006, 155 personnes sont mortes lorsqu'un avion de ligne brésilien s'est écrasé dans la forêt amazonienne. Mais la probabilité qu'un avion commercial s'écrase est en fait extrêmement faible, étonnamment bien plus faible que la probabilité qu'un train de passagers déraille. Néanmoins, moins de personnes sont généralement tuées lorsqu'un train déraille que lorsqu'un avion s'écrase. La très faible probabilité, ou le risque si vous préférez, que les avions commerciaux s'écrasent est le résultat d'un effort concerté et très concentré de l'industrie pour atténuer ce risque. En conséquence, le voyage aérien commercial est un moyen incroyablement sûr pour se rendre d'un endroit à un autre. Mais, bien sûr, le risque de mourir dans une catastrophe aérienne n'est pas le seul risque lié au vol. Il y a des risques que votre vol soit retardé, que votre vol soit annulé, ou que votre siège soit réservé 2 fois. Mais parce que les conséquences de ces risques sont beaucoup moins graves que le risque de mourir dans une catastrophe aérienne, les compagnies aériennes commerciales ont consacré moins de ressources à leur atténuation. C'est bien vrai. Alors, quelle généralisation pouvons-nous tirer de cet exemple ? Nous pouvons conclure que notre compréhension du risque ne se limite pas à la probabilité d'une conséquence indésirable, mais qu'elle est également liée à la gravité de chaque conséquence indésirable. Cela peut être représenté dans un diagramme où le risque a 2 dimensions, la probabilité d'occurrence et la gravité des conséquences. Le plus grand risque dans le voyage aérien est bien sûr celui de grand nombre de morts, une conséquence très grave. Mais l'atténuation des risques a rendu sa probabilité d'occurrence très faible. Alors qu'avec le voyage en train, le risque de grand nombre de décès est beaucoup plus faible, mais la probabilité de déraillement n'a pas. Pour donner un autre exemple, considérons le risque d'être frappé par la foudre pendant un orage. La probabilité qu'un cochon soit frappé par la foudre est plutôt faible. Les cochons sont de la mauvaise forme pour attirer la foudre, et la gravité est également faible, sauf peut-être s'il s'agissait d'un cochon de premier choix ou d'une race rare. La probabilité qu'un parapluie de golf soit frappé est plutôt plus élevée car la foudre est attirée par les objets métalliques pointus. La gravité est également une conséquence car un parapluie de golf utilisé pendant un orage a généralement un golfeur attaché, et la foudre pourrait lui coûter la vie. Nous avons tendance à nous appuyer sur le bon sens pour atténuer ce risque. Mais ensuite, nous arrivons à la probabilité que la flèche d'une grande cathédrale soit frappée par la foudre, qui est très élevée. Et la gravité des conséquences, un grand monument irremplaçable brûlé jusqu'au sol, est également très élevée. Et donc, en pratique, le risque qu'une flèche de cathédrale soit frappée par la foudre est atténué par l'utilisation d'un paratonnerre, qui ne diminue pas la probabilité que la flèche soit frappée. Cela réduit la gravité des conséquences. C'est l'inverse de l'exemple de la compagnie aérienne. Dans le transport aérien commercial, l'atténuation des risques s'est concentrée sur la réduction de la probabilité d'occurrence de l'événement indésirable,
tandis que l'atténuation des risques de la cathédrale s'est concentrée sur la réduction de la gravité de l'événement indésirable. Alors, résumons encore une fois. Le risque concerne les conséquences indésirables. Le risque a deux dimensions qui sont inextricablement liées dans notre compréhension du concept. Tout d'abord, le risque concerne la chance ou la probabilité de conséquences indésirables résultant d'une certaine activité. Deuxièmement, le risque concerne la gravité de la conséquence indésirable. Il y a du risque dans tout ce que nous faisons, mais nous pouvons prendre des mesures pour réduire à la fois la probabilité et ou la gravité des conséquences indésirables qui surviennent. En d'autres termes, nous pouvons atténuer le risque. Enfin, dans n'importe quel sujet, il peut y avoir un certain nombre de risques différents dans le voyage aérien. Ils peuvent varier de notre irritation due à des retards de vol à notre chagrin suite à des décès dans des catastrophes aériennes. Pour atténuer ou gérer le risque de manière sensée, nous devons avoir une compréhension solide et approfondie du sujet. Dans la prochaine partie de ce programme, nous examinerons des exemples de risques provenant de l'industrie pharmaceutique. Lorsque vous, en tant que patient, prenez un médicament sur ordonnance, vous prenez également un risque. Le risque d'effet secondaire est inévitable. Lisez la notice d'information du patient contenue dans le paquet. Par exemple, certaines personnes peuvent parfois se sentir un peu tremblantes ou avoir mal à la tête, mais ces effets disparaissent généralement au fur et à mesure que le traitement continue. Ou les effets secondaires peuvent inclure des sensations de fatigue, des vertiges, des maux de tête, des sautes d'humeur. La formulation est exprimée en termes de probabilité. Par exemple, notez que certaines personnes, pas toutes, peuvent ressentir, pas ressentiront, ou peuvent inclure, pas incluront, et occasionnellement plutôt que toujours. C'est parce qu'elles ne sont pas des certitudes, mais il y a une certaine probabilité ou un risque de ces effets secondaires et, tout à fait clairement, ils ne sont pas aussi médicalement graves que les maladies et les conditions que les médicaments sont prescrits pour traiter. Les autorités réglementaires évaluent chaque médicament avant de donner leur approbation pour s'assurer que l'équilibre penche largement en faveur du bénéfice plutôt que du risque. Bien sûr, il y a eu des erreurs, et la publicité qui leur a été donnée reste gravée dans la mémoire. Par exemple, comme nous l'avons mentionné plus tôt, la thalidomide a été prescrite pendant la fin des années 50 et des années 60 aux femmes enceintes comme un antiémétique pour combattre les nausées matinales et comme une aide pour les aider à dormir. Les résultats ont été catastrophiques pour les enfants nés de femmes qui avaient pris ce médicament pendant la grossesse. Environ 10 000 bébés sont nés avec de graves malformations, telles que des membres anormalement courts avec des orteils poussant à partir des hanches et des bras ressemblant à des nageoires. D'autres nourrissons présentaient des défauts oculaires et auditifs ou des organes internes mal formés, tels que des intestins grêles et des gros intestins non segmentés. En fait, les limites du danger étaient extrêmement étroites, et les femmes qui prenaient même un comprimé de thalidomide entre le 20e et le 36e jour après la conception risquaient de donner naissance à des nourrissons mal formés. Au-delà de ce moment, le médicament n'a causé aucune déformation du tout. Cependant, la thalidomide est également un exemple de comment des médicaments potentiellement dangereux peuvent toujours être utilisés thérapeutiquement avec les précautions et procédures appropriées. En 1964, un médecin essayait d'aider un patient masculin gravement malade atteint d'érythème noueux lépreux, ou EL, une complication très douloureuse de la lèpre. Pensant qu'il n'avait rien à perdre, il a donné à l'homme 2 comprimés de thalidomide. Le patient a dormi pendant des heures et il se sentait suffisamment bien pour sortir du lit sans aide à son réveil. Le résultat a rapidement été suivi par des expériences plus favorables et un essai clinique. De ce travail, la thalidomide a révolutionné le traitement de la lèpre et a conduit à la fermeture de la plupart des hôpitaux pour lépreux. Plus récemment, un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien appelé Rofecoxib a été approuvé comme sûr et efficace par la FDA américaine en 1999. Mais en 2004,
le médicament a dû être retiré du marché en raison des inquiétudes concernant les effets secondaires liés à un risque accru de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Dans le monde entier, plus de 80 millions de personnes ont été prescrites du rifacoxib à un moment donné. Les analystes de la FDA ont estimé qu'au cours des 5 ans où un médicament était sur le marché, il avait causé entre 88 000 et 139 000 crises cardiaques, dont 30 à 40% étaient probablement mortelles. C'est un fait, cependant, que les processus actuels, tests et essais actuellement appliqués dans l'industrie pharmaceutique et imposés par les autorités réglementaires évitent que des effets secondaires aussi graves que ceux de la thalidomide et du rifacoxib ne se produisent. La grande majorité des médicaments sont, dans certaines limites, à la fois sûrs et efficaces. Mais cela, bien sûr, dépend de leur fabrication correcte et dépend également de leur stockage et transport approprié jusqu'au moment de leur utilisation. Alors, examinons certains risques qui pourraient survenir. Regardons le Seratide Aqualé. Le patient inhale le médicament en poudre à partir d'une petite ampoule formée dans une bande d'aluminium. Chaque blister contient un poids total de seulement 12 minuscules milligrammes du médicament, mais même alors, la plupart de cela est le support. Chaque blister peut contenir aussi peu que 50 micros, le reste est du lactose. Avec de si petites doses, le reste est du lactose. Avec de si petites doses, une personne raisonnable n'aurait d'autre choix que de conclure qu'il y a un risque que certaines ampoules ne contiennent pas ce qu'elles sont censées contenir. Il pourrait y avoir des cloques vides. Un ou l'autre ou les deux des ingrédients actifs pourraient être absents ou présents en mauvaise quantité. En fait, les fabricants ont reconnu ce risque. Et grâce à l'utilisation de l'évaluation des risques, des systèmes de qualité globaux, des processus de fabrication strictement contrôlés, et des programmes de test et d'inspection, ils ont atténué le risque. Le Seratide Aqualé est actuellement l'un des traitements les plus réussis et largement utilisés pour le contrôle de l'asthme aujourd'hui. La clé de ce succès est la compréhension du processus. Une atténuation réussie du risque nécessite que les risques soient reconnus et définis. Les processus qui causent des risques sont bien compris et que des actions appropriées sont entreprises. Les actions doivent être axées sur la réduction de la probabilité de l'occurrence du résultat indésirable ou sur la réduction de la gravité des conséquences lorsqu'elles surviennent. La réussite de l'atténuation des risques n'est pas fondée sur l'idée qu'il est préférable de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Si les actions pour atteindre ces objectifs ne sont pas axées sur la compréhension du processus, elles pourraient alors très probablement être inutiles, mais presque certainement coûteuses. Le cas du Seratide Aqualé est un exemple d'un produit dont les systèmes de livraison ont été spécifiquement conçus pour un but précis. Dans un sens plus large, c'est un exemple de l'importance d'assurer l'uniformité du mélange lors de la combinaison des poudres, une tâche bien plus délicate que d'assurer l'homogénéité lors de la fabrication de médicaments qui sont de vraies solutions dans l'eau. La GMP souligne l'importance d'avoir les bons ingrédients dans les médicaments. Après tout, il doit y avoir un risque lorsqu'une poudre blanche ressemble beaucoup à une autre. Les étapes décrites représentent une forme d'atténuation des risques. Le BPF, en particulier le Code des réglementations fédérales, insiste sur le fait que les médicaments ne doivent pas être adultérés, ce qui selon le dictionnaire, signifie corrompre, dégrader, ou rendre impur par l'ajout d'une substance étrangère ou inférieure ou préparée pour la vente en remplaçant des ingrédients plus précieux par des ingrédients moins valeureux ou inactifs. Ensuite, il y a la contamination, qui peut être de nombreuses choses. Les médicaments peuvent être contaminés par tout ce qui n'est pas pharmacologiquement actif mais qui ne devrait simplement pas y être. Comme des limailles de métal, du sucre, de la fécule de maïs, du lactose, ou d'autres excipients. La contamination est aussi un médicament qui contient l'ingrédient actif d'un autre. Après tout, qui voudrait que ces comprimés d'aspirine contiennent des traces de warfarine? Ou pire, la contamination par des micro-organismes, qui pourraient provoquer des maladies infectieuses ou gâter le produit.
Le risque de contamination physique générale des médicaments lors de la fabrication est un problème vaste, qui repose sur la conception des installations et des équipements, la sélection de matériaux de construction appropriés pour les équipements ainsi que pour les installations, et l'efficacité de la maintenance préventive, mais pas toujours sur le design. Une lettre d'avertissement de la FDA en 2003 décrit comment des fragments de métal ont été introduits aléatoirement dans 13 lots d'une injection après l'installation de pièces de pompe de remplissage de mauvaise taille. Les pièces de rechange de la pompe incorrecte ont permis au piston de toucher les blocs de support en métal, ce qui a entraîné des éclats de métal à être grattés dans le produit. Pas de chance, pourriez-vous dire. Mais, sûrement, après l'événement et avec une meilleure compréhension du processus et de la loi de Murphy, celle qui dit que si quelque chose peut mal tourner, elle le fera, l'entreprise en question aurait pu atténuer le risque que cela se reproduise. Le risque de contamination d'un médicament par le principe actif d'un autre est quelque chose qui pourrait se produire à n'importe lequel de leurs points de croisement communs lors de la fabrication. Les dispensaires sont manifestement une zone à risque. L'équipement de contact de produits courants est un autre. Comment la prise de risque de contamination dans ces zones devrait être atténuée est quelque chose qui est difficile, voire impossible à prescrire. Par exemple, que pourrait-on faire en ce qui concerne le nettoyage de l'équipement ? À quelle fréquence, comment et quelles vérifications sont effectuées, etc. Logiquement, cela doit être une fonction appropriée des produits particuliers en cours de fabrication et de la manière dont ils sont programmés. Le nettoyage en ce qui concerne la contamination croisée des ingrédients actifs dans les installations multiproduits nécessite plus de contrôle que le nettoyage dans les installations dédiées à un seul produit. Les risques liés à la contamination microbiologique sont quelque peu différents des autres risques que nous avons précédemment discutés. Pour commencer, 10 mg de contaminants chimiques ou physiques non vivants restent 10 mg. Ils n'augmentent jamais à 20 mg ou 100 mg. D'un autre côté, la contamination d'un médicament par un micro-organisme au moment de sa fabrication pourrait bien se traduire par des millions de micro-organismes qui contaminent le produit au moment où le patient le reçoit. Dans certains médicaments, la contamination microbiologique, tout simplement, ne peut être tolérée du tout. Ceux-ci doivent être stériles car ils sont administrés par injection ou sont utilisés à des fins ophtalmiques ou, aux États-Unis, pour des inhalations liquides aqueuses. Il est clair que la fabrication de médicaments stériles nécessite les mesures d'atténuation des risques les plus complexes de tous les processus en ce qui concerne la contamination microbiologique. Mais il serait absurde d'appliquer ces mêmes mesures d'atténuation des risques à tous les médicaments. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de bonne raison pour que les médicaments pris par voie orale, appliqués sur la peau ou inhalés doivent être stériles. Et, en effet, cela a toujours été reconnu. Et à part pour des exemples très inhabituels, la stérilité n'est pas nécessaire. Le risque est différent. En effet, parmi la vaste gamme de produits non stériles, il existe différents risques microbiologiques. Nous soulignons qu'il serait irrationnel d'appliquer les mêmes stratégies d'atténuation des risques microbiologiques à tous les produits de manière indistincte. Par exemple, les micro-organismes ont besoin d'eau pour soutenir leur croissance et leur multiplication. La probabilité que les contaminants microbiologiques augmentent jusqu'à des chiffres inquiétants dans les médicaments en poudre sèche tels que les comprimés est très faible. La probabilité qu'il augmente en nombre de sirops pédiatriques ou de crèmes pour la peau, qui contiennent une quantité significative d'eau, est nettement plus élevée. Par conséquent, pour que les stratégies d'atténuation des risques microbiologiques soient à la fois efficaces et rentables, elles nécessitent une bonne compréhension du processus et l'application de mesures appropriées. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls domaines de la fabrication pharmaceutique où des risques surviennent. Les erreurs d'emballage et d'étiquetage sont monnaie courante. Les patients pourraient mourir à cause d'une erreur d'impression apparemment insignifiante, il manque un point, faisant passer 1,5 mg pour 15 g. Les patients ne s'améliorent certainement pas s'ils reçoivent le mauvais médicament. Eh bien, pour John Doe, un comprimé blanc ressemble assez à un autre. Les rappels résultant d'une confusion dans l'emballage ne sont pas inhabituels.
Alors, que pouvons-nous généraliser de tous ces exemples? 1. Il y a des risques dans les produits pharmaceutiques, des risques provenant des produits eux-mêmes, et des risques dans la fabrication. 2. Aucun produit ou processus ne partage exactement les mêmes risques. Similaires peut-être, mais identiques. Non. 3. Pour garantir l'efficacité, la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques, nous devrions identifier de manière sensée les risques spécifiques à chaque produit et processus. 4. Pris les mesures appropriées pour atténuer ces risques. Étage 5. Rappelez-vous que la réduction des risques ne peut être appropriée que si elle est soutenue par une bonne compréhension du produit et du processus. Il ne fait aucun doute que sans l'évaluation des risques et la mitigation des risques, appelée ensemble la gestion des risques, l'industrie pharmaceutique n'aurait pas connu le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Cependant, une grande partie de l'histoire de la gestion des risques de l'industrie a été réalisée intuitivement ou par bon sens, en suivant l'exemple des autres, ou par une volonté d'éviter une citation lors d'une inspection réglementaire. Il n'a presque certainement pas été abordé de manière formelle, ni toujours été documenté. Ce qui est certain, c'est que l'impact du document de la FDA, les CGMPS pour le XXIe siècle, plus l'exigence européenne GMP pour la gestion des risques de qualité, c'est que l'industrie peut s'attendre à adopter une approche plus formelle et structurée de la gestion des risques. Cela pourrait également conduire à moins de réglementation prescriptive. La FDA, en effet, toutes les agences réglementaires veulent que l'industrie comprenne mieux ses produits et ses processus ainsi que les risques qui y sont associés. Mais en même temps, lors de l'inspection, ils veulent pouvoir vérifier que les contrôles et les stratégies d'atténuation des risques qui leur sont présentés en l'absence de prescription sont bien fondés. Les parties suivantes de cette masterclass traitent des techniques de gestion des risques qui se prêtent à des stratégies bien fondées et à une documentation inspectable.